Il est 23h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. Conseil des ministres ce mercredi 3 mai 2023, conseil qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a pris une ordonnance relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques représentés au Sénat. Nous en parlons dans quelques instants avec Viviane Aïma. Les journalistes appelés à plus de responsabilité. Aujourd'hui 3 mai 2023, comme il est de coutume depuis maintenant 3 décennies, l'on célèbre la liberté de la presse, commémoration organisée en Côte d'Ivoire par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Nous ferons le point avec Générosa Quadio également dans quelques instants. On ira également à l'UNSOA, nous y ferons une incursion au sein donc de cette école des sous-officiers d'active. Sens de l'honneur, discipline, loyauté sont les maîtres mots de la formation dans cette école militaire qui reçoit des hommes et des femmes engagés pour servir la mère patrie. Nous irons donc à l'UNSOA à l'occasion de la sortie de la 32e promotion. Voilà pour les titres. Je vous disais tantôt, il s'est tenu ce mercredi 3 mai 2023 un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le chef de l'État qui a pris, lors de la réunion donc des membres du gouvernement, une ordonnance relative au financement sur l'État des partis et groupements politiques représentés au Sénat. Le président de la République qui tient ainsi sa promesse tenue le 25 avril dernier. C'était dans son message sur l'état de la nation et on en parle avec Viviane Aïma. Chose promise, chose due, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 mai au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'acter par une ordonnance la promesse faite par le président de la République aux partis et groupements politiques représentés au Sénat lors de son message sur l'état de la nation le 25 avril dernier devant le Congrès. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification des articles 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle et abrogeant la loi du 14 décembre 1999 ainsi que son projet de loi de ratification. Cette mesure étend au Sénat, instituée par la Constitution du 8 novembre 2016, le financement prévu depuis 2004 par la loi susvisée pour les partis et groupements politiques en fonction de leur représentativité à l'Assemblée nationale. Ainsi, les partis et groupements politiques participant aux élections sénatoriales et les groupes parlementaires du Sénat pourront bénéficier, dans les mêmes conditions qu'à l'Assemblée nationale, des subventions de l'État. Conduit par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le projet d'adressage des rues du district d'Abidjan vient d'achever l'étape du choix des noms dont seront baptisées les rues. Le Conseil des ministres a validé les choix opérés. Le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des répertoires toponymiques des voies structurantes du district d'Abidjan et des voies des communes de Koumassi, Marcory, Trècheville, Plateau, Adjamé et Atekoubé-Est. L'élaboration des répertoires toponymiques a consisté à identifier l'ensemble des unités d'occupation, notamment les habitations, les commerces, les ouvrages publics et les équipements, à leur donner un numéro et à dénommer essentiellement l'ensemble des voies d'Abidjan. Cette opération a été conduite par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, avec l'implication active de l'administration publique, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des autorités coutumières et traditionnelles. À l'issue des travaux, 2400 noms ont été identifiés et validés par les parties prenantes. Ils seront affectés aux voies structurantes du district d'Abidjan, ainsi qu'aux voies des communes de Koumassi, Marcory, Trècheville, Plateau, Adjamé
et à celle de la partie est d'Atekoubé. Sur l'ensemble des noms validés par ce processus inclusif, 52% se rapportent à des personnalités politiques, religieuses, traditionnelles, culturelles, scientifiques, sportives et artistiques. 48% portent sur des concepts, des valeurs, des faits historiques et sur des dates importantes de la nation. Le processus de fabrication et de pose des plaques de rue est prévu pour être achevé dans les mois à venir. Approvisionnement en eau potable du district d'Abidjan, l'usine d'eau potable de Lamé, la plus grande du genre en Afrique de l'Ouest, dont les travaux de construction ont été lancés en 2018, sera inaugurée au cours de cette année 2023. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 mai a d'ores et déjà pris les dispositions pour assurer le fonctionnement optimal de cette importante infrastructure de fourniture d'eau potable pour le district d'Abidjan. Le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société ivoirienne des eaux et de l'environnement pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de production d'eau potable de Lamé, d'une capacité de production journalière de 240 000 m3 pour un coût global de 212 milliards de francs CFA. La réalisation de l'usine de production d'eau potable de Lamé vise à répondre durablement à la demande croissante d'eau potable dans le district d'Abidjan par prélèvement d'eau dans la rivière Mé. À pleine capacité, l'usine fournira environ 25% des besoins journaliers de consommation en eau de la ville d'Abidjan. La convention objet du présent décret permettra d'assurer la pérennité de l'exploitation de l'ouvrage et des équipements associés et de les maintenir dans un état de fonctionnement optimal. Dans le domaine de l'espace audiovisuel, depuis 2018, la Côte d'Ivoire a fait son passage à la télévision numérique terrestre, la TNT. Le Conseil des ministres a fait le bilan de l'avancée de cette migration technologique dans l'espace audiovisuel ivoirien. Le Conseil a adopté une communication relative à l'achèvement de la mise en œuvre du projet de déploiement du réseau de télévision numérique terrestre, la TNT donc, en Côte d'Ivoire. Depuis le mois d'octobre 2022, le projet de construction de réseau TNT sur l'ensemble du territoire national est achevé avec l'extinction totale du signal analogique. À ce jour, le taux de couverture du territoire par la TNT est de 94,6%. Pour les 5,4% de zones blanches, comme on les appelle techniquement qu'il reste, des études sont en cours en vue de les identifier précisément et de procéder à leur couverture par la TNT dans les meilleurs délais. Aussi, le Conseil s'est félicité de l'achèvement de la conduite de cette opération qui consacre l'émergence d'un marché de l'audiovisuel libéralisé et dynamique, source d'opportunités d'emploi et de perspectives pour la jeunesse, avec l'arrivée de nouvelles chaînes commerciales dans le paysage audiovisuel national. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 31 mai. Voilà, on faisait donc le point du Conseil des ministres de ce 3 mai avec Viviane Aïmé. Les journalistes appelés à plus de responsabilités. Aujourd'hui, 3 mai 2023, comme il est de coutume, depuis maintenant 3 décennies, l'on célèbre la liberté de la presse, commémoration organisée en Côte d'Ivoire par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Et on en parle avec Génorosa Kouadio. 30e journée mondiale de la liberté de la presse sous le signe de la responsabilité et du droit du journaliste à s'exprimer. L'état des lieux en Côte d'Ivoire
fait par Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, présente des progrès notables, avec notamment la suppression de la peine de prison pour les journalistes. Toutefois, le secteur de la presse reste économiquement dépendant. Quelle teneur la liberté de la presse peut-elle avoir sans indépendance économique préalable ou concomitante de journalistes? C'est donc le lieu d'inviter l'État de Côte d'Ivoire à accompagner davantage les entreprises de presse afin de l'atteinte définitive de leur autonomie financière, gage de la liberté de la presse. Au nom de l'intersyndicale des médias, Sam Wakouboué dépeint un tableau peu reluisant, une presse sinistrée qui a besoin d'être soutenue. L'UNESCO, à travers son représentant résident Oumar Diop et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, s'engagent aux côtés des journalistes. Cette journée a été célébrée au sein de la RTI avec l'appui du directeur général Dambélé Fosseni. La liberté institutionnelle, administrative, c'est une bonne chose, mais la sécurité économique des entreprises de presse, des entreprises audiovisuelles et donc des travailleurs, eh bien, c'est encore mieux et c'est vers cela que tout le monde doit tendre. Représentant le ministre de la Communication et de l'économie numérique, le directeur de cabinet Jean-Martial Adou s'est apaisanti sur le rôle essentiel des journalistes dans un contexte marqué par la diffusion de fausses informations avec le concept des influenceurs sur les réseaux sociaux. Je vous exhorte donc à être du bon côté, c'est-à-dire du côté du respect de l'éthique et de la déontologie de votre métier, du côté du professionnel vrai, du côté des femmes et des hommes qui travaillent à déconstruire les fake news, phénomène des temps nouveaux. Les efforts de l'État de Côte d'Ivoire contribuent à améliorer depuis quelques années l'exercice de la profession de journaliste selon les différentes organisations. Cette année, la Côte d'Ivoire occupe la 54e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse selon Reporters sans frontières. Le reportage de Generosa Quadio commenté par Serge Coléa. En fait, à présent, une incursion au sein de l'école des sous-officiers d'active ENSOA. Sens de l'honneur, discipline, loyauté, les maîtres mots de la formation dans cette école militaire qui reçoit des hommes et des femmes engagés pour servir la mère patrie. L'ENSOA, qui depuis quelques années maintenant est en quête d'un leadership sous-régional, verra donc demain, jeudi 4 mai, sa 32e promotion prêter serment, cela après 18 mois de formation. Focus sur l'ENSOA, on y va avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. 4 heures du matin, c'est par des coups de sifflet que sont réveillés les élèves sous-officiers d'active. Bienvenue à l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké, temple de la formation pour acquérir le savoir et la discipline militaire. Rassemblement à la place d'Armes où les élèves reçoivent des consignes relatives à la journée. Mais avant toute activité, honneur est fait au drapeau. Je n'oublierai ni les planètes à mes camarades oubliez que nous sommes des professionnels de la menace d'hommes. L'armée de terre doit disposer de sous-officiers aguerris, entraînés, prêts à être déployés sur tous les théâtres d'opération, partout où besoin sera. Autant l'Académie des forces armées forme des officiers qui sont directement employables pour leur pays et pour leurs armées, autant l'ENSOA se prévaut aussi de cette expertise et donc forme des sous-officiers qui sont capables d'être employés d'emblée. Dans cette école de commandement, l'on dispose d'un enseignement académique, mais la formation repose également sur l'enseignement humain et militaire. On a reçu des aptitudes physiques et intellectuelles de qualité grâce à un personnel doté d'un professionnalisme élevé. Dans le cadre de sa modernisation, l'ENSOA s'est doté d'un stimulateur de tir ultramoderne. Ici, l'apprentissage du combat passe aussi par celui des armes. Après cette séance, d'autres activités sportives comme la marche, le parcours d'obstacles et la piste d'audace sans distinction de sexe. Depuis sa création en 1976, l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké a formé environ 2422 élèves sous-officiers.
La 32e promotion, qui achève sa formation après 18 mois, prêtera serment. Inviter les populations de Bouaké et même au-delà à venir participer à cette belle cérémonie qui va consacrer donc la sortie de nos nouveaux sergents. La 32e promotion est composée de 155 stagiaires, 129 garçons et 26 filles. On compte 148 recrues de nationalité ivoirienne et 7 de pays frères et amis, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Togo, la République du Congo, le Cameroun et le Gabon. Retour à Abidjan, direction la commune d'Abobo pour parler développement. Le conseil municipal avec à sa tête le maire Kandia Camara a tenu sa 2e session annuelle. L'accent a été mis au cours de cette réunion sur le budget modificatif qui s'élève en recettes et en dépenses à plus de 7 milliards de francs CFA par rapport donc au budget primitif qui lui est de 4 milliards de francs CFA. Les explications de Frédéric Oulaï commentées par Jean-Marc Ndiadi. Mairie d'Abobo, c'est la 2e session du conseil municipal de l'année 2023. La première magistrate de la commune et le conseil municipal passent en revue les points à l'ordre du jour. Les comptes sont bons au titre de l'exercice budgétaire de 2023. Le budget modificatif s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 7 milliards de francs CFA. Ce budget modificatif connaît une variation de 61,54% par rapport au budget primitif, estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Des performances dont se réjouit le maire Kandia Camara. Il y a du travail qui a commencé à être fait. Pour ceux qui ont connu Abobo hier, sont quelque peu satisfaits de ce qui se fait en ce moment. Et surtout les travaux en cours et aussi les projets qui ont été annoncés. Nous avons fait des prévisions pour 2023. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts des uns et des autres, avec le modificatif qu'on vient de présenter, vous voyez qu'il y a même une amélioration au niveau des prévisions qui sont faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire plus que ce que nous avions prévu faire en 2023. Parce que nous avons un budget un peu plus conséquent. La commune d'Abobo en chantier doit sa transformation en partie grâce aux investissements engagés par le conseil municipal. Kandia Camara ambitionne donner un nouveau visage à la commune. Plusieurs projets en faveur des jeunes et des femmes seront financés. En perspective, il est prévu la signature de jumelage entre la commune d'Abobo et la ville de Houston, aux États-Unis. Et on parle environnement pour poursuivre. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué récemment une tournée dans 3 régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Bunkani, le Gontougo, le Bouaké. Jean-Luc Assis y était pour visiter une scierie, des cimenteries, également le parc national de la Komoué. Il était question pour le ministre Jean-Luc Assis de s'assurer que les usines installées dans cette partie de la Côte d'Ivoire respectent bien les normes environnementales. C'est avec Grace Kando qu'on en parle. Face à la presse, le ministre de l'Environnement et du Développement durable partage les résultats de ces 2 missions effectuées récemment dans les régions du Bunkani, du Gontougo et du Bouaké. Concernant les scieries, les défis à relever sont liés à la gestion de la sciure de bois, aux émissions de particules fines et au rejet des effluents, eau usée, huile usagée. Concernant les cimenteries, les défis sont liés notamment à la gestion des émissions de poussière issues du clinker. Au rejet des effluents, il faut retenir qu'à San Pedro, les directions générales de ces installations ont exposé leur plan de gestion environnementale et sociale pour faire face efficacement aux défis constatés. À Bondoukou et à Bouna, ce sont respectivement le parc national de la Komoué et la mine de manganèse qui ont été visités par le ministre Jean-Luc Assis. À Bouna, nous avons parcouru le parc national de la Komoué. C'est un parc impressionnant par la richesse de sa biodiversité et par la beauté des paysages. J'ai pu constater que le parc est géré de manière efficace avec des efforts pour protéger les espèces menacées et les écosystèmes fragiles. Cependant, les défis majeurs à relever sont le braconnage et la sécurisation du parc par rapport à sa situation géographique. À cet effet, les mesures de surveillance ont été prises.
À Bondoukou, la mine de manganèse est confrontée à des défis tels que la gestion des eaux usées, des particules de poussière, des rejets des effluents eaux usées et huiles usagées. Des mesures sont mises en place pour minimiser les impacts environnementaux et pour promouvoir la réhabilitation des sites miniers après l'exploitation. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, annonce 2 événements majeurs, la tenue annuelle du Salon international de la transition écologique et du développement durable, dénommé GIFAC, dont le lancement est prévu le 12 mai, et le 5 juin prochain, le 50e de la Journée mondiale de l'environnement. Et du nord-est de la Côte d'Ivoire où séjournait donc le ministre Jean-Luc Assy. On se rend au centre du pays, précisément à Dimbokro, où les populations se réjouissent particulièrement de l'amélioration de la prise en charge des malades au CHR, au centre hospitalier régional. Cela grâce au don du ministre Adama Coulibaly, cadre de la localité, qui vient justement d'offrir une ambulance médicalisée au CHR. On en parle avec Jean-Marc Djadji. Une nouvelle ambulance médicalisée pour le centre hospitalier régional CHR de Dimbokro, capitale de la région d'Unzi, ce dont vient accroître les capacités logistiques et opérationnelles de l'établissement hospitalier. Une action du ministre et cadre de la localité, Adama Coulibaly. Le directeur régional de la santé, Lazare Kra et Bengasso Thomas, au nom du président du conseil régional d'Unzi, traduisent leurs remerciements aux donateurs. Je voulais simplement vous dire merci. Merci pour nous soutenir. Merci pour tout l'accompagnement que vous faites à Dimbokro. Le centre hospitalier régional CHR de Dimbokro est à sa ambulance. Mais je voudrais revenir sur la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Ce plan couvre la période 2021-2025 et l'objectif principal de ce plan, c'est de faire en sorte que les populations aient accès aux soins de santé et que les personnes vulnérables puissent également être prises en charge. Cette remise fait suite à une série de doléances présentées au ministre Adama Coulibaly lors d'une récente visite au CHR, au nombre desquelles le bitumage des voies d'accès et le renforcement du plateau technique. Le nouveau conseil d'administration de la SEGRAE est installé, nommé au cours du conseil des ministres du 19 avril 2023. Le nouveau conseil d'administration de la Caisse générale des retraités et agents de l'État a officiellement pris fonction, représentant le président de la République au sein de ce conseil d'administration. L'ancien secrétaire d'État, Nguessan Lataille, a été élu président. Serge Collier. Nguessan Kofi Lataille, nouveau président du conseil d'administration de la SEGRAE, la Caisse générale des retraités et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il remplace Mamadou Blé, qui a passé 12 ans à la tête du conseil d'administration. L'ancien PCA passe la main avec le sentiment du devoir accompli. Nguessan Kofi Lataille prend les rênes du conseil d'administration avec engagement et détermination. Ce sont les instructions du président de la République que nous allons appliquer à la tête de cette grande institution et faire en sorte que cette institution de prévoyance sociale puisse soutenir aussi l'action gouvernementale. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a installé la nouvelle équipe. Elle est composée de 12 administrateurs. On peut citer entre autres Georges Bolamo au titre de la primature et Lancine Diaby au titre des personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière de sécurité sociale. Tous ces administrateurs sont nommés pour un mandat de 3 ans. Une autre cérémonie d'installation, cette fois à Marcory. La communauté acquise de Marcory a un nouveau chef central. Il s'agit de Béda Mathieu. Il a été intronisé par le ministre des Eaux et Forêts et le maire de la commune de Marcory. Cette installation a enregistré une forte mobilisation donc des fils et filles acquis venus de tous les sous-quartiers de la commune. Invité spécial, Laurent Tchagba a saisi l'occasion pour inviter le peuple acquis à l'unité. Frédéric Koulaï, Godefroy Okombawa. C'est dans la pure tradition propre au pays acquié que le nouveau chef central de cette communauté dans la commune de Marcory est accueilli. Une mobilisation des acquiés venus des sous-quartiers de la commune pour traduire leur solidarité à leur leader communautaire. En désignant un chef central, les associations des acquiés originaires de la région de Lamé
émettent le souhait de renforcer la solidarité au sein de cette communauté. Il est important que nous puissions être ensemble pour pouvoir vivre ensemble toutes les difficultés de la vie, mais surtout s'assister. On reste persuadé qu'une organisation toute simple peut permettre qu'on puisse mener une belle assurance au bénéfice notamment de ceux qui ne disposent pas de couverture, notamment maladie. C'est nos chefs de communauté, nos chefs de village qui nous représentent dans les différents quartiers et qui nous font le feedback des problèmes qu'ils ont sur le terrain pour que nous puissions apporter des solutions. Nana Beda Mathieu, nouveau chef central de la communauté Akié, est installé par le ministre des Eaux et Forêts et le maire de la dite commune. Invité spécial, Laurent Tchagba a rassuré le chef de son soutien. Il invite les ressortissants Akié à l'unité au sein de la communauté. Si vous êtes appelé à gérer une organisation communale, vous avez la responsabilité de vous appuyer sur les communautés pour permettre à la commune de fonctionner dans les meilleures conditions. Donc pour cela, il faut aider à une installation réussie, une installation de paix. 5 autres chefs Akié de différents secteurs de la commune de Marcory ont été également installés. Ils ont pour tâche d'accompagner Nana Beda dans sa mission de veiller au bien-être de la communauté. On ouvre la page politique de ce journal. Dans le cadre des prochaines élections municipales et régionales, les cadres et militants du RHDP de la région du Haut-Sassandra ont initié 2 jours de travaux. 2 jours de travaux pour élaborer une stratégie qui permettra d'être plus proche des populations et de proposer un programme alléchant qui répond donc aux besoins réels des dites populations. C'est ce que nous rapporte Godefroy Okambawa. Il ne reste plus que 4 mois pour la tenue des élections municipales et régionales. Plus de temps à perdre, les militants du RHDP du Haut-Sassandra réunis pour 2 jours de séminaire. Au menu des réflexions, définir une stratégie afin de positionner le parti leader qu'est le RHDP dans la région du Haut-Sassandra. Occasion pour le ministre Mamadou Touré de galvaniser les membres et militants du parti. Considérons que la pré-campagne a déjà commencé. Il nous reste 16 semaines. Tous les jours comptent, toutes les semaines comptent. La grande proximité avec les populations, le recensement des besoins, des préoccupations donc de ces populations, des réponses concrètes que nous pouvons apporter dès maintenant à certaines préoccupations des populations, le projet que nous allons construire, et ça me paraît extrêmement important. Il ne s'agit pas d'aller à une élection pour aller à une élection, nous allons proposer un projet innovant, un projet qui n'a jamais été proposé dans cette région. Selon Mamadou Touré, le RHDP comptabilise à ce jour 11 députés sur 15 sièges et 5 maires sur 6 communes dans le Haut-Sassandra. Il exhorte donc les membres du parti à jouer la carte de la cohésion afin d'aller aux élections prochaines avec un esprit d'équipe et ramener la victoire au RHDP. Et toujours sur le terrain politique, les femmes sont déjà en action à quelques mois seulement des prochaines échéances électorales et le Conseil national des droits de l'homme emboîte justement le pas à ces femmes leaders plus que jamais déterminées. On en parle avec Éric Gové. Égalité des genres et droits des femmes en Côte d'Ivoire. Thème de cette rencontre des femmes leaders qui revendiquent désormais leur place au sein des formations politiques en respectant le taux des 30%. Elles se disent aptes à prendre toute leur place dans le processus électoral. En Côte d'Ivoire, les femmes sont très actives dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique. On les trouve partout, les femmes. Mais en même temps, au niveau de leur représentation et de la valorisation de tous les efforts, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'initiative du Conseil national des droits de l'homme, avec à sa tête Namizata Sangaré, vise à épouser l'ère du temps en donnant à ces femmes leaders des outils nécessaires qui leur permettront d'avoir confiance en elles en matière d'élection. Les droits de l'homme rythment notre quotidien. À travers leur réalisation, ils nous donnent les moyens d'être concrets, de relever les défis du XXIe siècle, de promouvoir la solidarité, le pluralisme, l'inclusion et la stabilité qui nous sont essentielles. Dans l'évolution des droits de l'homme, la représentation des hommes et des femmes dans la gestion des affaires publiques dans le domaine politique de manière égale a toujours constitué un défi à relever.
À quelques mois des élections locales, les femmes ivoiriennes s'activent déjà à affiner leur stratégie pour être représentatives sur le terrain. Du mouvement également au PPACI. La tribune du PPACI est à son 16e numéro. C'est un cadre de communication et d'échange avec la presse initié donc par le PPACI qui s'est tenu le 27 avril dernier. C'était au siège du parti situé à Cocody, La Riviera. Le porte-parole du parti, Justin Katina Kone, a à cette occasion fait la revue de l'actualité. On en parle avec Marie-Chantal Akondo. Justin Katina Kone a exposé la situation du débat politique dans le contexte préélectoral. S'exprimant lors du 16e numéro de la tribune du PPACI, le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a déclaré que le parti se donne pour ambition de couvrir tout le territoire national lors des prochaines échéances électorales. Le PPACI a enregistré à l'une pour le moment 22 candidats sur 31 régions, soit un taux de couverture de 71%. L'on ne remarquera que le PPACI ne sera présent que dans 2 régions du Nord, le Hambol et le Poro. Le PPACI présente des candidatures dans 129 communes sur les 201 communes, soit un taux de couverture de 64%. L'on retiendra que le PPACI est partout, mais avec une présence assez faible au niveau du Nord. Le président Laurent Gbagbo attend beaucoup des femmes. Nous avons des candidates, mais nous souhaitons en avoir beaucoup plus, jusqu'à ce que la date de dépôt effective au niveau de la CEI soit arrêtée. S'il y a des personnes dans les zones qui ne sont pas encore desservies, qui veulent faire acte de candidature, le parti se fera fort bien de recevoir ces candidatures-là. Justin Katina Kone s'est félicité des progrès réalisés par le parti en seulement 1 an d'existence. Cette 16e tribune du PPACI a permis de mettre en avant les objectifs et les ambitions du parti, ainsi que les défis auxquels il fait face. Et on termine en image avec cette information. Le candidat des États-Unis à la présidence de la Banque mondiale, Ajay Banga, a été élu ce mercredi 3 mai à la tête de l'institution par son conseil d'administration. Unique candidat déclaré, le nouveau président a assuré à plusieurs reprises vouloir donner la priorité au financement de la lutte contre le réchauffement climatique et à la réforme de la Banque mondiale. Il devrait prendre fonction le 1er juin prochain. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.